Donc le Costa Rica donc, se situe donc en Amérique centrale. Il est bordé par le Nicaragua au nord-ouest, par le Panama au sud-est et par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, donc de chaque côté. Donc il a une superficie de 51 000 km². Et sur ces 51 000 km², il y a 6% de la biodiversité mondiale. Donc nous avons atterri à San José et ensuite on a pris, donc en fait on avait une petite camionnette où on était donc tous ensemble, on avait des sacs de voyage et nous sommes partis donc à Pocosi, là c'est l'endroit où on va prendre le bateau pour aller à Tortuguero. Donc là c'est la voiture et on prend les sacs et voilà, donc c'est parti. Donc là c'est le Rio La Suerte. Voilà, donc c'est une rivière qui nous permet d'aller à Tortuguero. Donc sur le chemin, on a vu un petit crocodile. Donc c'est le Crocodilus acutus, donc c'est une des plus grandes espèces de crocodile. Il peut mesurer en moyenne 3-4 mètres et peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long, avec un poids moyen de 4 à 500 kg. Donc c'est un crocodile qui se nourrit donc de poissons, d'oiseaux, de crabes, de tortues. Il chasse plutôt la nuit et l'après-midi il se la coule douce au soleil. Donc lui on va le trouver au Mexique, en Amérique centrale ainsi qu'au sud de la Floride, dans les Antilles et au nord-ouest de l'Amérique du Sud. Donc là on a Pseudogynopsis Kenopodioides, donc on l'appelle la liane de feu mexicaine. C'est une plante vivace qui forme une liane avec des feuilles persistantes et c'est une plante qui est assez vigoureuse et qui peut atteindre environ 5 mètres. Donc elle provient d'Amérique centrale et elle est utilisée comme plante d'ornement. Donc là on a le piper littoral, donc les pipers c'est donc de la famille des Piperaceae, c'est la même famille que le poivre. Donc là c'est un arbuste qui mesure environ 1 mètre, 1 mètre 50 de haut et qu'on va rencontrer sur les bords de plage. Donc là vous avez un détail des feuilles. Et lui donc on va le trouver au Costa Rica, au Panama. Et là donc vous avez les fleurs. En détail. Alors là, on a une plante, c'est Sphagneticola trilobata. Donc c'est une plante de la famille des Asteraceae. C'est une herbacée rampante qui se propage par stelon. Donc elle a des feuilles épaisses, gaufrées, généralement trilobées, avec un capitule jaune. Elle fleurit toute l'année quasiment. C'est une plante mellifère qui est originaire de Floride, des Antilles et du Mexique, ainsi que d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. On va la trouver dans les savanes humides, les arrières de plage, les champs, les bords de chemin, toujours sur sol humide et à mi-ombre. Donc elle est classée parmi donc dans la liste des plantes les plus envahissantes et les plus nuisibles du monde. Donc elle a été très largement diffusée dans les tropiques comme plante couvre-sol, fixatrice de talus et comme plante ornementale. Et dans les pays où elle n'est pas originaire, elles ont un peu du mal à s'en débarrasser. Donc là, vous avez le Clérodendron paniculatum, donc de la famille des Verbenacées. Donc c'est un arbuste de 2 mètres de haut à peu près, avec des fleurs oranges qui sont disposées en panicules pyramidales. Donc c'est une plante qu'on va trouver partout dans l'hémisphère sud. Donc là on a le Hara ambigus, le Hara de Buffon, c'est un perroquet donc, de 90 cm de long pour une envergure d'environ 1,20 m. Il peut peser jusqu'à 1,4 kg et il peut vivre de 60 à 70 ans. Donc il émet des cris rauques, c'est un perroquet qui est frugivore. Donc sur ces photos, il mange donc les noix de l'amandier de mer. C'est Terminalia catapa, le nom de l'amandier de mer. Donc son bec puissant, il broie les noix et il atteint le fruit. Donc lui, on va le trouver dans les forêts tropicales du Honduras jusqu'à l'équateur. Et donc jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Donc là, il vit soit en couple et en groupe. Donc en général, des groupes de 6 à 16 individus. Vous voyez là, il chope les noix là et voilà, ça lui fait pas peur.
Voilà, donc là il l'a ouverte. Hein. Donc c'est un oiseau qui est menacé d'extinction. Enfin, c'est vraiment un très bel oiseau. Moi j'étais super content de le voir. On le voit partout. Il est gros. Voilà. Alors après, donc le lendemain, on est parti en excursion, donc en kayak et en bateau, donc au parc national de Tortuguero. Donc Tortuguero, ça signifie la terre des tortues. Donc c'est une zone humide d'importance internationale. Hein. C'est le 3e parc le plus visité du Costa Rica. Il a une superficie de 312 km². Et on trouve 11 habitats différents sur cette surface. Donc vous avez de la forêt tropicale humide, des mangroves, de la plage, des lagons. Et c'est aussi un gros spot pour la ponte des tortues vertes et des tortues luttes. Donc il y a environ 375 espèces d'oiseaux et 2200 espèces de plantes. Donc il peut tomber en moyenne annuelle à 6300 mm d'eau par an. Donc c'est en gros à 10 fois plus qu'à Paris. Donc c'est quand on dit qu'il pleut beaucoup. Hein, Et donc nous on était là quand même à la saison sèche, on s'est quand même pris 3 averses quand même assez carabinées. Quoi, donc, voilà. Comme nous en ce moment. Donc là, vous voyez, là on était avec un kayak, hein, et hop, on peut. Alors vraiment, c'est bien avec le kayak parce qu'on peut aller dans les petits bras, là, c'est vraiment pas mal pour y aller. Avec le bateau, c'est un peu plus compliqué. Mais là, avec le kayak, c'est quand même assez simple. Donc là, il y avait pas mal d'oiseaux. Hein. Il y avait donc le bioro violacé, hein, le Nyctanassa violacea. Donc c'est un oiseau qui mesure une 60aine de centimètres de haut, avec un bec fort et des longues pattes, avec un plumage gris marqué de noir. Donc la tête est composée de bandes blanches et noires ornées de fines aigrettes. Donc lui, on va le trouver dans les rivières, les mangroves, les littoraux, donc au Costa Rica et jusqu'au sud des États-Unis. En détail. Ouais, donc il n'était pas trop farouche. Hein, ça... Allez, on voit bien les aigrettes là sur le dessus. Alors là, donc on a le Pachira aquatica. Donc c'est un arbre de la famille des Malvacées. Donc c'est un arbre tropical à codex qui peut mesurer environ 18 mètres de hauteur avec des feuilles palmées et des fleurs qui sont voyantes et parfumées. Alors à gauche, au milieu, vous avez le fruit, là, donc ça ressemble à une cabosse. Et en haut, là c'est le futur fleur. Voilà, donc le fruit est en forme de cabosse. Et là vous avez la fleur. Donc lui on va le trouver dans les marais d'Amérique centrale et les marais d'Amérique du Sud. Et le genre vient du créole guyanais Puquira, qui signifie pécari, car le pécari mange les fruits du Pachira. Donc, du coup, voilà, ils l'ont appelé comme ça. Alors là, donc, on a les singes hurleurs, Alouatta paliaca. Donc c'est un singe arboricole d'environ 1,10 m qui a un pelage noir et qu'on va trouver dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc il a un cri assez puissant, on l'entend assez loin, hein, d'assez loin. Désagréable. Après oui, bon. Et donc c'est un singe qui joue un rôle crucial dans la dispersion des graines et qui est actif la journée. Là vous voyez, il est en train d'enfourner une fleur là. Petit à petit, il la mange. Et voilà, là, il a croqué. Voilà, donc c'est, on s'en lasse pas quoi, de les regarder, hein, vraiment. Mais le cri est assez effrayant quand on est après. Oui. Alors le cri, oui, non, je peux pas le faire. T'as pas le son. Oui, c'est vrai que. Alors, vous voyez les mains quand même, c'est quand même un peu humanoïde hein, quand même. Et puis là, il mange sa petite feuille gentiment. Là.
Alors là, on a un joli oiseau, c'est le cacique de Montezuma. Donc c'est un oiseau d'une 50aine de centimètres qu'on va trouver du sud du Mexique ainsi qu'en Amérique centrale. On va le trouver en lisière de forêt humide ainsi que dans les clairières. Alors lui, il n'y a que 0,5% des œufs et des poussins qui survivent. Donc c'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc en raison de la prédation des serpents, des singes et des autres oiseaux. Donc il mange les œufs ou les poussins. Donc il tient ce nom d'espèce de l'empereur aztèque Moctezuma II qui régna sur l'empire aztèque au XVIe siècle. Donc c'est vraiment un très bel oiseau et c'est quand même assez farouche. On en a vu un petit peu, mais là c'était vraiment la vue d'assez près là et on ne le voyait pas souvent de près. Alors là, un oiseau aussi assez commun là-bas, hein, c'est l'anigua. Donc c'est un oiseau de 90 cm et pour 1,10 m environ d'envergure. C'est un oiseau qui peut vivre une douzaine d'années. Le mâle est noir et la femelle est fauve. Il a une assez longue queue et c'est un très bon nageur. Donc là on a un détail de la tête et du cou. Donc après avoir plongé, il doit se sécher comme ici au soleil. Car il ne possède pas de glande uropygienne, donc c'est une glande qui imperméabilise les plumes. Donc c'est un oiseau qui va se nourrir de poissons, de grenouilles, de serpents et de caïmans. Donc on va le trouver du sud des États-Unis jusqu'à l'Amérique du Sud, donc dans les eaux douces intérieures, les rivières et les marais, où il aura toujours besoin d'un perchoir pour se sécher. Tu dis caïman, il est petit, il est bébé. Alors le caïman, c'est une cinquantaine de centimètres, il peut le croquer, quoi. Enfin, déjà que le bec, il va le percer, et puis voilà. Le caïman, ça devient pas très gros. Alors là, donc on avait le Jacana spinosa, donc le jacana du Mexique. Donc là, vous avez un juvénile. Donc c'est un oiseau de 17 à 25 cm. Les femelles sont plus grandes. Donc les adultes ont le dos et le dessus des ailes marron avec un bec jaune qui s'étend en forme de bouclier. Donc il possède de très longues pattes comparées à la taille de l'animal. Et donc ces longues pattes lui permettent donc de marcher sur les plantes flottantes. Donc lui il va se nourrir, voilà, donc là vous avez l'adulte. Il va se nourrir d'insectes, d'invertébrés, de graines. Et on va le trouver de la côte ouest du Mexique jusqu'au Panama. Donc dans les zones humides peu profondes. On va le trouver aussi jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Donc là on a le caïman crocodilus, donc c'est un reptile qui peut mesurer de 1,20 m à 2,50 m pour un poids de 40 à 60 kg et peut vivre une vingtaine d'années. Donc lui il va manger donc des poissons, des rongeurs, des amphibiens. Donc on va le trouver en Amérique centrale et sur la moitié nord de l'Amérique du Sud. Donc il vit dans les estuaires, les mangroves, les marécages et les fleuves à faible débit. Et il est plutôt actif la nuit. Donc ça, on en a vu quand même pas mal. On en a vu 3-4 fois à 4 endroits différents. Alors là, un reptile vraiment assez fou. Donc en plein milieu, hein, on le voit. Donc là c'est un mâle, alors c'est le basilic, hein, donc qui est de couleur vert émeraude, avec une queue plus foncée. Le mâle donc possède une double crête sur la tête et une sur le dos. Donc là on le voit mieux, donc vous voyez la double crête sur la tête, on le voit bien. Donc ça, je trouve qu'il a un regard assez hypnotique, hein, avec son œil jaune là. Donc il a une queue qui occupe les 2/3 du corps, et un mâle adulte il mesure environ à 80 cm. Donc c'est un animal qui est omnivore, hein, qui mange des petits mammifères, des insectes, des fruits. Et donc ils ont la particularité, alors là c'est une femelle, ils ont la particularité de pouvoir se reproduire par parthénogenèse, comme les pucerons. Voilà, donc on le nomme aussi lézard Jésus car il peut courir sur l'eau sur une courte distance s'il se sent menacé. Donc sur les pattes arrière et hop, il court comme ça.
Voilà, donc voilà, c'est un animal quand même assez intéressant. On en a vu quand même quelques-uns, hein, quand même. On en a vu pas mal. Et donc là, il n'était pas trop loin là. Et voilà, donc le toucan à carène. Alors moi j'adore ça, j'adore les oiseaux, les toucans, j'adore. Donc c'est un oiseau muni d'un long bec en forme de banane, hein, avec de nombreuses couleurs sur le bec. Le plumage est en majorité noir, excepté les joues qui sont jaunes et le croupion qui est blanc. Donc lui on va le trouver dans les forêts basses et à la lisière des zones boisées. Alors, donc on va le trouver en Amérique centrale jusqu'au sud du Mexique. Et ainsi qu'en Amérique du Sud. Donc lui, il se nourrit essentiellement de fruits, d'œufs et de oisillons aussi d'autres espèces. Donc il est assez opportuniste hein, quand même. Et là, bel arc-en-ciel là, sur le Rio, là c'était vraiment sympa. Parce que là on s'était pris quand même une bonne averse. Voilà, donc alors après on est parti donc à voir une plantation de cœur de palmier. Hein, donc le palmier, donc ça c'est vers Sarapiquí, donc là on a un peu bougé. Donc c'est Bactris gazipaes, hein, le palmier, donc de la famille des aricacées. Donc c'est un palmier au port dressé qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres de hauteur. Donc là vous avez un détail des feuilles, là, c'est très épineux hein, les feuilles. Donc les feuilles peuvent mesurer jusqu'à 3,50 m de long. Et sont épineuses quand elles sont jeunes. Donc là, vous avez des jeunes. Donc là, vous avez un sujet là, qui est utilisable pour faire les cœurs de palmier. Et là, voilà, donc là, vous avez des individus assez grands, hein, parce qu'en fait, on mange aussi le cœur de palmier et on mange les fruits de l'arbre, hein, du palmier. Donc du coup, il faut qu'il soit grand hein, pour faire des fruits, hein, parce que les petits, ils fructifient pas. Donc du coup, voilà, ils gardent un peu les deux. Hein, voilà, donc là, vous avez un palmier adulte et à côté, les petits. Donc ça rejette un peu aussi, pas mal hein, de chaque sargette de souche. Voilà, alors là, donc la dame, donc elle, c'est l'exploitante. Donc elle a un gant là, parce que des gants en cuir hein, super épais, parce que comme il y a plein d'épines partout. Une super grosse machette. Elle va couper la grande partie là pour récupérer donc le cœur de palmier. Là, elle la craque, elle l'a coupé. Et voilà, donc là, après, elle dépiote un peu les différentes couches hein, du cœur de palmier. Et voilà, donc lui, on va le trouver en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il a été décrit en 1816 par le botaniste allemand Kunth. Et là, donc là, voilà, alors ça, c'est les parties comestibles. Hein, donc après, ça lui fait un petit fagot. Donc ça, en fait, c'est une feuille, c'est un embryon de feuille, si vous voulez. Et donc après, voilà, alors après, du coup, on a mangé au restaurant et on a mangé des lasagnes au cœur de palmier, un ceviche cœur de palmier et des gâteaux au cœur de palmier. Quoi. Donc, voilà, c'est vraiment très cœur de palmier. Alors, voilà, c'est beaucoup de fibres. Et donc les gens avec qui j'étais, eux, voilà, moi aussi j'en mangeais quand j'étais petit. Là, ça n'a rien à voir hein, avec ce qu'on peut manger. C'est les meilleurs. Ce qu'on peut manger. Costaricien. Donc là, vous avez un petit oiseau sympathique, le Cyanerpes cyaneus. Donc c'est un oiseau de 13 cm à peu près. Donc le mâle, un beau feuillage, un beau plumage bleu noir et vert bleu au-dessus de la tête, et alors que la femelle est plutôt verdâtre. Donc lui, on va le trouver dans les forêts humides, les savanes, les zones artificielles terrestres comme les jardins, les plantations. Donc en général, il vit en groupe et se nourrit de nectar. Donc, et aussi des pattes rouges hein, qu'on reconnaît assez facilement aussi grâce à ça. Donc aussi, le Costa Rica, c'est la patrie aussi des colibris. Hein. Donc là, vous avez le Amasia tzadkal. Donc c'est un colibri d'environ 11 cm qui est de couleur vert bronze métallique ou vert bronzâtre avec un bec assez long qui est assez courant au Costa Rica.
Donc lui, on va le trouver dans les sous-bois et à proximité aussi des zones cultivées, jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Donc il va se nourrir donc de nectar d'héliconia, d'hibiscus, de clitoria, et aussi il peut manger des insectes. Donc on va le trouver de l'est du Mexique jusqu'au centre du Panama. Alors là, vous avez une orchidée, hein, l'Arundina graminifolia. Donc là-bas, en fait, ils plantent ça en haie, hein, comme nous les tuyas, si vous voulez. Donc c'est l'orchidée bambou, hein, donc c'est une plante donc cultivée, et quand elle n'est pas en fleur, elle fait penser à une graminée, d'où le nom graminifolia, donc d'où le nom d'espèce. Donc c'est une plante qu'on va trouver en Asie tropicale, d'où elle est originaire. On peut la trouver aussi à La Réunion, à Porto Rico, au Costa Rica ainsi qu'au Panama. Voilà, donc c'est plutôt une belle plante. Alors là, donc on est reparti encore en bateau, là sur le Rio Sarapiqui. Donc c'est un affluent de la rivière San Juan. Et donc c'est une rivière qui mesure 85 km de long. Et elle peut nous mener, si on continue à voguer jusqu'au bout, au Nicaragua. Voilà, donc là on a le Musa velutina, donc un bananier. Donc c'est un bananier qui vient d'Asie, qui peut mesurer de 1,20 m à 2 m, avec des fruits, donc des bananes de couleur rose, et qui est utilisé comme plante d'ornement. Donc là on en voit plusieurs. Alors les costariciens, eux, ils donnent les fruits à manger, ils donnent ça à manger aux cochons. Voilà. Donc, alors que, bon, après je sais pas si c'est la même espèce, mais on les trouve à grands frais, donc. Donc voilà le Rio. Hein, Et donc on a eu la chance de voir une loutre. Donc la Lontra longicodis, hein, la loutre à longue queue. Donc c'est une loutre semi-aquatique d'1 mètre à 1,20 m pour la femelle et d'1 mètre à 1,50 m pour le mâle. Donc elle est assez répandue en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et elle occupe une grande variété d'habitats, aussi bien en eau douce qu'en eau saumâtre. Donc là elle avait chopé un poisson, là, puis elle était en train de le manger. Donc c'est une loutre, elle peut vivre une quinzaine d'années, elle mange des poissons, des crustacés. Et bon, par contre, elle est menacée d'extinction par rapport à la dégradation de son habitat et par rapport à la pollution. Et bon, la guide était super contente, parce que, bon, on en voit, mais c'est quand même assez pas très commun quand même. Alors, il y avait quelques tortues aussi. Il y avait la Rhinoclémis funerea, donc c'est la tortue noire de rivière, qui est originaire d'Amérique centrale, et elle peut mesurer jusqu'à 32 cm. Donc elle vit dans les rivières, les bassins, et donc elle se nourrit de poissons, de batraciens. Et donc le genre comporte 9 espèces. Donc là, c'est les photographes. Là, Les mitrailleurs. Voilà, donc En batterie. là, donc on était prêts. Voilà, alors on s'était dit, voilà, ceux qui font les photos, on se met d'un côté, comme ça on est tranquille. Et puis voilà, donc, voilà, là on était prêts à on dégainait. Hein. C'était un peu canonnière. Voilà, donc, c'était assez marrant. Alors là, j'ai jamais vu autant de martins pêcheurs de ma vie. Donc là on voit là un, le Chlorocéril americana. Donc c'est le martin pêcheur vert. Donc c'est un martin pêcheur qui fréquente les eaux douces et saumâtres des ruisseaux. On va le trouver aussi dans les étangs, les mangroves ainsi que dans les petits torrents. Donc du sud-ouest des États-Unis jusqu'au nord du Chili. Donc on va le trouver de 0 à 2800 mètres. Et il se nourrit de crevettes, de poissons et de larves de libellules. Il est plutôt bleu. Bleu-vert, ouais. Les daltoniens, faut l'utiliser. Alors là, donc on arrive dans la réserve de la Tirimbina. Donc c'est une réserve qui fait 345 hectares avec 9 km de sentiers. Et elle se targue d'avoir le pont suspendu le plus long, donc 262 mètres de longueur. Il est suspendu à 22 mètres de haut. Donc là en dessous, vous avez la rivière qui coule. Et on a vu aussi pas mal d'iguanes. Oui, C'est l'iguane vert.
Donc c'est un grand iguane là, qui mesure d'1m20 à 1m60 et la femelle est un peu plus petite. Donc il possède une rangée d'épines le long du dos et sur la queue qui sert à le protéger des prédateurs. Il peut avoir différentes couleurs hein, selon aussi la saison des amours ou pas, qui peuvent aller du vert au rouge en passant par le bleu. Et un peu aussi plusieurs combinaisons aussi. Donc c'est un reptile qui a une excellente vision et il a un régime herbivore, bien que les jeunes soient davantage carnivores. Donc on le trouve au sud de la Floride jusqu'au Paraguay. On va le trouver donc dans les arbres et donc dans un milieu favorable, on peut avoir 90 iguanes à l'hectare. Alors là, on a le Pyranga rubra, donc c'est un oiseau qui claque, hein, qui flash bien, qu'on va trouver dans les forêts sèches ou humides et dans les zones artificielles terrestres. Donc lui, on va le trouver en Amérique centrale. Et par contre, il partira nicher aux États-Unis. Et il peut nicher donc aussi au nord du Mexique. Alors là, bon, faut avoir en plein milieu là. Hein, là vous avez la Oophaga pumilio, voilà le dendrobat fraise. Donc on va passer la photo d'après, on la voit mieux. Voilà. Mortel. Alors donc celle-là, donc elle fait 1,7 à 2,4 cm. On va la trouver dans les forêts tropicales humides, au Nicaragua ainsi qu'au Costa Rica et au Panama, jusqu'à 500 mètres d'altitude. Il y a une très grande gamme de couleurs dans cette grenouille, hein, qui peut aller du bleu au rouge en passant par le violet, avec des taches aussi très variables. Donc les différentes morphologies viennent des petites îles qui sont proches du Panama. Donc là vous avez c'est l'arc-en-ciel de couleurs. Alors celle-là pour l'homme elle n'est pas trop toxique, hein, ça va. C'est plus alors, voilà, donc si on la touche, on se frotte l'œil, bon là c'est pas bien, mais voilà. Si on la prend dans la main, si on se lave les mains après, voilà, on risque pas grand-chose. On garde la main. Voilà. Donc là vous avez une fougère, le Microgramma nitida, donc une fougère de la famille des Polypodiacées, hein, donc c'est une fougère aux feuilles entières, glabres, qui sont légèrement épaisses et assez brillantes. Donc c'est une fougère qu'on va trouver en Amérique centrale, ainsi qu'en Jamaïque et à la Barbade. Alors bah là on avait aussi des petites fourmis champignonistes, hein, donc ça c'est une espèce qu'on a vu beaucoup aussi au Costa Rica, hein, donc c'est une fourmi qui découpe et qui transporte des végétaux sur d'assez longues distances en fila indienne, et elle utilise donc ces bouts de végétaux comme substrat pour la culture d'un champignon qui sert d'apport nutritif pour la colonie et plus particulièrement pour le couvain. Donc voilà, alors elles font leur découpe, hein, alors une ouvrière, donc celles qui cultivent le champignon, c'est les plus petites, elles vont mesurer de 2 à 5 mm. Les ouvrières médium, donc de 5 à 10 mm, c'est celles qui coupent et qui transportent. Et les soldats, donc en voici une, donc elles vont faire de 10 à 15 mm. Donc c'est elles qui veillent au grain. Accessoirement, elles peuvent aussi transporter des feuilles. Et c'est surtout elles qui vont protéger la colonie contre les prédateurs. Et la reine qui peut mesurer 3 cm. Alors elle, voilà, hein, elle est plutôt sympa. Si on se fait piquer, ça fait rien du tout. Mais voilà. Et là, la belle surprise, le Coloptus didactylus, donc le paresseux à 2 doigts. Donc c'est l'animal le plus lent du monde, hein, donc il peut peser 4 à 8 kg pour une taille de 60 à 85 cm. Donc il a 2 griffes par membre qui peuvent mesurer jusqu'à 7 cm de long. Le corps est recouvert de longs poils brunâtres avec une donc fourrure qui abrite des algues microscopiques qui favorisent son camouflage. Donc là on va le trouver au Venezuela, en Colombie, en Équateur, donc au Costa Rica bien entendu, au Pérou, au Brésil ainsi qu'en Guyane. Donc on va le trouver dans les forêts tropicales humides et il passe 80% de son temps à dormir. Donc il se nourrit de feuilles, de fruits et d'insectes. Donc il descend en gros une fois par semaine faire ses besoins et après il remonte dans son arbre.
c'est quand même, enfin, là, c'est trop mignon que je trouve. Donc là, on en a pas beaucoup, enfin alors on en a vu, mais après pour les prendre en photo, c'est une autre paire de manches, hein, parce que ce sont assez hauts et voilà. Donc là, celui-là, c'était vraiment lui, il a quasiment posé pour nous. Hein. Donc là, on arrive au volcan Arenal. Hein, c'est un volcan donc de forme conique, qui est symétrique hein, quasiment, avec un sommet donc qui culmine à 1720 mètres d'altitude et il y a 5 cratères sur le volcan. Donc c'est un volcan qui est assez jeune. Sa première éruption date d'il y a 7000 ans. Et il a été en éruption du 29 juillet 1968 jusqu'au 29 décembre 2010. Et depuis, il est plus calme. Donc on fait une randonnée autour du volcan. On n'a pas le droit d'aller au sommet. C'est interdit. Il y a plein d'orchidées là-bas. Moi, je l'ai vu en éruption. Ok. Oui, aussi. Là, Et c'était des rougeoiements le long du Oui. temps. Nous, on avait un lodge juste en face. Ah oui. Donc là, vous avez le sommet du cratère. Là. C'est la nuit qu'on voyait ça. Donc là, pareil, il était super bien dégagé. Là, le sommet, c'est assez rare quand même. Alors là, donc, on a le Calathea crotalifera, donc une plante de la famille des marantacées. Hein, c'est une plante herbacée rhizomateuse qui est sempervirente et elle forme des touffes assez denses, hautes de 1,50 m à 3 m. Donc les feuilles ont un long pétiole hein, de 60 cm à 1 m et les feuilles peuvent mesurer de 40 à 1 m de long. Donc l'inflorescence est constituée de 16 à 40 bractées qui sont assez coriaces et étroitement imbriquées. Donc les bractées supportent des fleurs blanc jaunâtres. Donc c'est une plante qu'on va trouver. Donc là, avant c'était une jeune et là c'est un peu plus vieux là, un peu plus passé. Donc on va le trouver au Belize, en Bolivie, au Brésil, ainsi qu'en Colombie et en Équateur et en Amérique centrale. Donc dans les forêts humides et les bords de cours d'eau jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Alors aussi, donc le Costa Rica, c'est le paradis des broméliacées. Hein. Donc là, vous avez Verroia cuperiana. Donc c'est une plante épiphyte aux feuilles vertes hein, qui sont marbrées de vert plus foncé. Donc c'est des feuilles disposées en rosette hein, avec des feuilles très coriaces. Donc c'est une plante qu'on va trouver au Costa Rica et en Équateur. Alors là une petite plante sympathique donc de la famille des ochnacées. Donc c'est Sauvagesia erecta, donc c'est une plante herbacée qui est ligneuse à la base, qui peut mesurer de 9 à 70 cm, avec des feuilles lancéolées ou elliptiques, avec des fleurs blanches ou roses, et des fruits en capsule. On va la trouver donc en forêt, le long des pistes, en bord de route, en bord de chemin, dans toute l'Amérique tropicale ainsi qu'à Madagascar. Alors comment elle est arrivée là-bas ? Là, vous avez Coeleria spicata, donc une plante de la famille des Gesneriaceae, hein, une plante de 50 cm à 1 m, avec des feuilles opposées ou verticillées par 3-4 qui sont velues sur les deux faces, et des fleurs axillaires rouge-orange. Donc de toute façon, c'est une plante, elle est hirsute de partout, quoi, hein, vraiment, même les fleurs, vous voyez. Donc voilà, on va la trouver dans les forêts semi-sèches à humides, sur les bords de route et sur les chemins, donc du sud du Mexique jusqu'au nord de l'Amérique du Sud. Donc il y avait aussi quelques orchidées, hein, donc, par exemple Epidendrum radicans. Donc c'est une orchidée à inflorescence terminale hein, qui est terrestre et rarement épiphyte, qui peut mesurer 1 mètre de hauteur à peu près et qui a des longues racines qui peuvent aller jusqu'à 15 cm au nœud le long de la tige. Donc elle a des sépales et des pétales orange, un labelle orange-jaune avec 3 parties frangées. Donc c'est dans une capsule, on peut avoir des milliers de graines. Donc on va la trouver du Mexique à la Colombie et au Costa Rica, donc on va la trouver de 500 à 2000 mètres d'altitude. Et elle pousse en général en zone ouverte rocheuse. Donc il y a 225 espèces d'Epidendrum au Costa Rica. Donc c'est quand même pas rien.
Et là, donc une autre orchidée, donc là on la voit en plein milieu, on ne voit pas grand chose. Hein. On va mieux la voir ici. Ouais. Donc le Sobralia chrysostoma, donc une orchidée qui peut mesurer de 30 cm à 1,50 m, avec des grandes fleurs blanches à rose, et des sépales avec des pétales se recourbent vers l'arrière. Le labelle est large et crispé, veiné de jaune. Donc c'est une orchidée qu'on va trouver au Panama et au Costa Rica. Donc elle était très présente au volcan Arenal. Oui, elle est sur les pentes en bas. Ah, elle est, oui, voilà, au début du volcan, ouais, dans les sous-bois, et après sur des roches un peu plus exposées. Oui, il y en avait plein. Vraiment une très belle orchidée. Hein. Et donc en taille, c'est très polymorphe. Hein. Moi j'en ai vu qui faisaient 20-30 cm jusqu'à 1 m, 1,50 m de hauteur. Donc c'est vraiment sympa. Et elle a été décrite en 2011, hein, donc c'est assez récent la description. Et donc encore un colibri, hein, le Clais guimeti. Hein, donc c'est un colibri donc on peut reconnaître assez facilement avec sa petite tache derrière l'œil. Bon, alors après il y a d'autres colibris qui ont des taches derrière l'œil, mais bon, celui-là on le reconnaît assez facilement comme ça. Donc lui on va le trouver dans les forêts humides de plaine, ainsi que dans les montagnes humides et les zones artificielles terrestres, hein, donc les jardins, les cultures. Donc lui on va le trouver en Amérique centrale et au nord-ouest de l'Amérique du Sud. Donc les colibris, pareil, hein, c'est pas évident, c'est super speed, hein, Sauf quand ils sont en train c'est beaucoup en mouvement. en train de butiner du nectar. Voilà, mais des fois ouais, ils vont super vite. Donc là quand ils sont perchés c'est bien, là c'est facile. Le coati. Alors là donc on arrive à la réserve de la forêt tropicale humide de Monteverde, hein, donc c'est les forêts de nuages. Donc cette réserve occupe une surface de 10 500 hectares. Donc c'est une forêt de nuages tropicales. Il y a 3000 espèces de végétaux, dont 500 orchidées, et 10% sont endémiques, 10% des plantes sont endémiques de cette réserve. Et par exemple, il y a 169 espèces d'amphibiens. Donc là, on avait le comité d'accueil avec les coatis, donc qui est un peu différent des coatis d'Argentine, hein, enfin qui n'ont pas la même couleur. Donc lui, c'est Nasua narica, donc le coati ané blanc. Donc il a une queue très très longue, hein, ainsi qu'un long nez qui lui sert à fouiller le sol. Donc ses pattes sont ornées donc de griffes, hein, qui lui permettent de grimper aux arbres et de gratter le sol. Donc le mâle est plutôt solitaire et les femelles vivent en groupe en s'occupant des petits. Donc c'est un omnivore, donc là vous avez un petit, là, il est vraiment, je pense qu'il avait pas loin d'1 an, enfin assez jeune quoi. Donc c'est un omnivore opportuniste, hein, c'est un animal assez curieux et qui est peu farouche. Donc avec un beau regard quand même. Peut-être beaux yeux, tu sais. Donc là ils étaient pas trop, enfin ils étaient pas agressifs. Hein, parce qu'en Argentine, j'étais allé à Iguassou et là ils n'hésitaient pas à sauter sur les tables, à vous arracher ce que vous mangez. Et à partir quoi, donc sans payer l'addition. Sans payer la note en plus. Donc là ceux-là ça va, ils étaient plutôt sympathiques. Ah vous voyez les bonnes griffes hein, quand même. Alors là c'est notre paire de manches là, donc ça c'est le Botrops asper, donc c'est le fer de lance. Donc c'est un serpent qui peut atteindre 2,40 m avec une tête triangulaire et pointue comme un fer de lance. Il a des crochets de 3 cm et il peut vivre une vingtaine d'années. Donc le venin est assez costaud, il peut provoquer chez l'humain un désordre cardiovasculaire et ou une nécrose et perte de membres. Donc je vous invite à aller voir sur Wikipédia, il y a une belle photo d'un quelqu'un qui s'est fait croquer par ce serpent. Donc on voit sa jambe, voilà, il est bien nécrosé, bien noir. Donc voilà, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Juste avant l'amputation. Bah là c'est avant l'amputation, voilà. Et là, Donc en général dans cette réserve les serpents sont, ils mettent de la rubalise autour, parce que donc vous avez le sentier, là il était à même pas 1 mètre du sentier.
Donc il rubalise et comme ça chaque guide sait qu'il y a quelque chose à voir et voilà. Ou à éviter. Et accessoirement aussi à éviter. Oui. Bonne idée. Donc là vous avez l'Heliconia monteverdensis, l'Heliconia de Monteverde. Donc c'est un Heliconia qui peut mesurer de 1m25 à 1m50. Il a 4 à 5 feuilles par tige et une inflorescence dressée d'environ 15 cm. Donc c'est de la famille des Heliconiacées. Alors là, vous avez le Guzmania scherziana, donc encore donc une autre broméliacée, un épiphyte, avec une lampe florale assez voyante. Donc là, celui-là, il supporte très bien la pleine terre. Donc on va le trouver en Amérique centrale, en Colombie, en Équateur. Donc le genre est dédié à Anastasio Guzman, qui était un naturaliste espagnol du 18e. Alors, donc bien souvent, les broméliacées, les donc Guzmania, autres, donc ils vivent dans les arbres et quand ils tombent au sol, bien souvent ils meurent. Il y en a qui ont beaucoup de mal à s'adapter au sol, alors que d'autres, ça ne les dérange pas de pousser vraiment dans un substrat terreux. Alors là, j'aurais jamais deviné la famille, c'est une Campanulacée. Alors là, franchement. Donc c'est une Campanulacée arbustive avec des fleurs tubulaires oranges qu'on va trouver du Costa Rica à la Bolivie, ainsi qu'au Venezuela. Donc on va le trouver dans les forêts humides à très humides. Ainsi que dans les pâturages, donc on va le trouver de 0 à 2300 mètres. Et il est pollinisé entre autres par les colibris à bec de faucille. Donc vous aviez aussi une petite cascade. Donc là on la voit un peu de loin dans la forêt. Vous voyez, c'est quand même super dense. Alors là, une plante sympa aussi, le Drimonia rubra, donc une plante de la famille des Gesneriacées. C'est un arbuste épiphyte avec des feuilles opposées, des fleurs tubulaires orange foncées à rouge qui mesurent environ 5 cm de long. La gorge est orange à jaune ou jaune-rouge avec 5 lobes. Lui, on va le trouver donc, du Costa Rica à la Colombie, donc dans les montagnes de 700 à 1700 mètres d'altitude. Et c'est pollinisé par les oiseaux à long bec. Donc il y a 25 espèces de Drimonia au Costa Rica. Donc là on voit une et on en verra une plus tard. Voilà, donc là on arrive, il y a un petit belvédère là, donc voilà, on a la vue. Alors là c'est la vue côté Pacifique. Et quand on regarde de l'autre côté, donc à 10 mètres, on a la vue côté Caraïbes et la vue est complètement bouchée par les nuages, c'est limite noir, entre presque une journée d'orage. Et on fait 10 mètres et boum, là, le vent, ça chasse les nuages et voilà. Là, c'est quand même plus agréable. Alors là, on a un beau petit bégonia, bégonia couperi, donc la bégonia vivace semi-arbustif, avec des fleurs blanches qui sont disposées en grappes et avec des feuilles gaufrées. Donc c'est un bégonia qui peut mesurer de 30 cm à 1,50 m, qui vit dans les forêts de nuages au Costa Rica. Et il a été décrit, donc là vous avez un détail de la feuille, par De Candolle fils, en 1895. Alors là, on va voir si vous voyez quelque chose. Donc sur la branche, là, vous voyez, vers en haut, là, premier tiers. Donc c'est le Botryechis schlegeli, la vipère de Schlegel. Donc on va la voir un peu plus près. Voilà. Là, on voit l'œil. Donc vous voyez, vraiment, il faut la voir. Donc ça, c'est une petite vipère qui peut mesurer jusqu'à 75 cm de long, qui a une tête assez large, avec une grande gamme de couleurs, aussi du rouge, jaune, marron et vert, et parfois le tout combiné. Donc il est doté d'organes qui détectent la chaleur. C'est une espèce arboricole qui se nourrit de souris, de grenouilles, de lézards et de petits oiseaux. C'est un prédateur d'embuscade, il attend la proie et crac, il saute dessus. Donc on va le trouver dans les régions humides et tropicales et dans les forêts au feuillage assez dense.
donc de 0 à 2700 mètres d'altitude. Donc on va le trouver en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Donc c'est dédié à l'herpétologue Hermann Schlegel. Alors il vaut mieux se faire piquer par le gros qu'on a vu avant, entre guillemets, hein, que par un petit comme ça. Parce qu'un petit comme ça, il ne sait pas la dose de venin à donner. Donc lui, il donne tout. Voilà, quand il croque, crac, il balance tout. Qu'un adulte, il sait gérer mieux son venin. Qu'un petit comme ça, lui, il ne sait pas gérer et il balance la dose, quoi. Donc voilà, après, c'est pas super, quoi. Alors là, moi, franchement, là, moi, si on m'avait pas dit, moi, vu, hein. Donc c'est pour ça, il faut surtout, on avait la consigne de bien rester sur le chemin, de pas gripper de plantes, voilà, de toucher à rien, quoi. Donc après, on comprend mieux pourquoi. Alors là, donc on a le Psychotria elata, donc en synonyme c'est Pallicorea elata. Donc une plante de la famille des Rubiacées, c'est un arbuste épiphyte. Donc avec des bractées qui sont rouges et charnues qui évoquent des lèvres humaines. Donc là en fait il est au début de cycle, donc on s'en rend pas trop compte. Donc lui on va le trouver en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud, donc dans les forêts tropicales humides. Donc là vous avez un autre Drimonia, donc là vous avez la feuille Drimonia concocalix. Donc c'est une plante grimpante ligneuse qui peut atteindre 4 mètres de haut. Donc là vous avez le détail de la fleur. Donc les feuilles sont opposées et glabres et les feuilles sont cauliflores, hein, donc c'est-à-dire qu'elles fleurissent à l'aisselle de la tige. Et elles sont de couleur rose avec un lobe frangé. Donc lui on va le trouver aussi dans les forêts de nuages en Amérique centrale. Donc là un petit mille-pattes, hein, le Nisodesmus piton. Donc un mille-pattes d'environ 10 cm de long, hein, qui est composé d'une vingtaine de segments. Et chaque segment est composé de 2 paires de pattes. Donc lui en fait il se nourrit de matière végétale en décomposition. Donc là il a de quoi faire, hein, dans ce genre de forêt, il a de quoi s'occuper. Et on va le trouver donc au Costa Rica, dans les forêts humides et mouillées, et c'est un animal qui est plutôt nocturne. Donc ça sans danger pour l'homme, la guide elle l'a pris dans la main. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ah, il y avait quelques oiseaux, mais pas toujours facile à prendre en photo. Donc celui-là, là, il s'est un peu plus prêté à la photo. Donc c'est une paruline ardoisée, Myoborus miniatus. Donc c'est un petit oiseau à la couleur ventrale qui varie du rouge au jaune, avec une tache rouge sur la tête, donc on peut voir. Donc lui il se nourrit d'insectes et on va le trouver donc, dans les forêts tropicales humides donc, du Mexique et en Amérique centrale. Donc lui, il virevoltait dans le même arbuste, il faisait 3-4 fois le tour comme ça. Et, comme ça on pouvait le prendre en photo. Et donc aussi, c'est là où vivent une fougère arborescente, hein, Sphaeopteris brunei, donc une fougère arborescente de la famille des Cyatheaceae. Donc elle peut atteindre 20 mètres de haut et les feuilles peuvent mesurer plus de 4 mètres. Donc elle a un tronc robuste qui est couvert d'épines. Et à l'époque, les costariciens récoltaient les troncs et les racines qui sont assez fibreuses. Donc quand la plante mourait, ils s'en servaient pour cultiver les orchidées comme support, pour la culture des orchidées. Alors maintenant, ça se fait plus trop. Donc c'est une fougère qu'on va trouver au Costa Rica, au Panama et ainsi qu'en Colombie, donc dans les forêts humides. Ah, donc là vous avez les futurs crosses là, qui se déploient là. Donc c'est vraiment super sympa. Alors là on arrive au Corcovado. Donc ça c'est tout en bas, tout au sud du Costa Rica. Donc c'est donc au sud-ouest. C'est une réserve qui a été créée le 24 octobre 1975. Qui a une superficie de 42 560 hectares sur terre et de 3 354 hectares en mer. Donc il y a une très grande diversité biologique et on peut y accéder donc en bateau, hein, et avec un guide. Donc là, on avait un guide assigné
pour la matinée. Donc c'était Stéphanie qui voilà, nous a accompagnés pendant toute la durée de la visite. Donc direct, on a vu un petit trogon, là, trogon Macena. Donc il y a beaucoup de trogons au Costa Rica. Donc c'est un oiseau de 33-35 cm avec un bec assez fort et épais qui vit dans les forêts denses et humides le long des rivières et des fleuves. Donc on va le trouver du sud-est du Mexique ainsi qu'au Belize, au nord du Guatemala, au Honduras, au Costa Rica, au Panama. Donc il se nourrit de fruits, de chenilles, d'insectes. Et le nom d'espèce donc vient de François Victor Masséna, qui était ornithologue et qui était le fils du maréchal d'Empire André Masséna. Voilà, comme quoi l'Empire peut s'inviter au Costa Rica. Alors il y avait pas mal de singes aussi, donc le Saimiri cireus, le singe écureuil. Donc c'est un singe de 25 à 37 cm sans la queue. La queue peut mesurer de 37 à 46 cm. Donc c'est un singe arboricole et diurne. Donc il peut parcourir 1,5 km par jour dans les arbres. Donc il est frugivore, insectivore. Il vit en groupe d'une quarantaine à une cinquantaine d'individus. Et il peut vivre une vingtaine d'années. Donc on va le trouver au nord-ouest de l'Amérique du Sud et dans toute l'Amérique centrale. Donc le principal prédateur de ce singe, c'est l'homme. Parce que c'est un singe qui a été traqué pour les laboratoires, pour être un animal de compagnie et aussi pour les zoos. Alors là, vous avez un nid de colibri. Donc là, c'était vraiment sur le chemin. C'est vraiment pas cassé la tête. Moi, il était vide, il n'y avait rien dedans. Alors là, une belle araignée, la Trichonephila clavipes. Donc en haut, vous avez le mâle et en bas, vous avez la femelle. Donc le mâle peut être 5 fois plus petit que la femelle. Il n'a qu'à bien se tenir parce que s'il ne fait pas le boulot, il se fait croquer. Enfin, même s'il le fait. Ça rigole pas. Voilà, c'est le matriarcat. Donc c'est une araignée qui est assez peu agressive. On va la trouver en Caroline du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc moi j'en avais vu pas mal en Amérique du Sud. Il y en avait beaucoup. J'en avais vu dans les palmiers là-bas. Et donc on était obligé de marcher la main en avant parce qu'elle était donc dans les chemins, sur le chemin. Donc sinon on se prenait la toile et voilà. Donc la toile elle est assez très résistante parce qu'on a essayé de fabriquer, enfin on a réussi même à fabriquer des gilets pare-balles avec. Mais vous l'avez pas essayé avec des balles? Mais si ils ont essayé, mais bon, enfin voilà, c'était un peu contraignant à mettre en œuvre. Donc un autre singe aussi, donc l'attelle de Geoffroy, le singe araignée, qui lui mesure de 30 à 63 cm sans la queue, qui elle mesure de 60 à 80 cm. Donc c'est un singe aussi arboricole qui vit en groupe de 20 à 40 individus. On va le trouver jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Il est à 80% végétarien et on va le trouver en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Donc il est sur la liste des 25 primates les plus menacés au monde. Donc là vous voyez, il réfléchit là. En train de bailler, mais c'est mal dans la bouche. Alors là, une orchidée, donc Aspasia epidendroides, on la voit mieux. Donc c'est une orchidée épiphyte d'assez grande taille qui possède des pseudobulbes d'où émergent 2 à 3 feuilles linéaires oblongues et étroitement lancéolées. La fleur est de couleur variable, elle est parfumée. Et on va la trouver dans les forêts humides, donc à une altitude inférieure à 1000 mètres au Costa Rica, au Panama et au Guatemala. Donc le genre a été croisé avec les Miltonia et ce qui a engendré un nouveau genre, Miltacea. Alors là, une belle petite graine d'Amphilophium crucigerum, c'est un arbre de la famille des Bignoniacées. Donc voilà, alors c'est le mode de dispersion, c'est l'anémochorie par le vent.
Et là, un beau petit animal, là, le Tamandua mexicana, donc le tamanoir. Donc un tamanoir de taille moyenne. Donc là, on le voit bien là, avec la queue. Qui a donc 5 doigts donc sur les pattes arrière et 4 sur celles de devant. Donc comme son nom l'indique, il vient donc du Mexique et on le trouve aussi en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Donc on va le trouver dans les forêts tropicales ou subtropicales et il mange donc des fourmis et des termites. Il y a quand même des bonnes griffes. Hein. Il était quand même assez loin, mais voilà, donc le décor un peu aussi. Donc c'est assez luxuriant. Hein. Et alors la surprise, on a la carcasse d'un avion, donc il s'est craché en 1974. Donc ils l'ont laissé tel quel. Là il reste plus grand chose. Hein. Donc là, bah, on sort du parc et là, donc, on est à l'hôtel. Donc là, le Hibiscus mutabilis floripleno, donc un hibiscus aux feuilles caduques qui peut atteindre 5 mètres et qui est originaire d'Asie. Il est naturalisé depuis très longtemps aux États-Unis. Il est cultivé donc, dans les jardins au Costa Rica. Et par exemple, à la guerre de sécession, il y en avait, on parlait déjà de cet arbuste. Donc vraiment il est naturalisé depuis très longtemps, donc un détail avec des feuilles. Et là, donc là, ça c'est pas une photo de moi parce que j'ai pas eu la chance de le prendre en photo. Donc Lara Macao, donc un perroquet à robe rouge avec des ailes bleues, un bec puissant aussi, donc arboricole et qui vit en groupe comme quasiment tous les haras. Donc il est végétarien, on va le trouver en Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Et donc il est en déclin, donc dû à la modification de son habitat et la déforestation. Donc voilà, alors on en a vu beaucoup, on en a vu en voiture sur le trajet, sur différents trajets. Mais là, voilà, donc le collègue, là, il l'a pris sur la plage. Et voilà, donc il fallait être là au bon moment et moi j'y étais pas. Voilà. Il a eu la gentillesse de me prêter sa photo. Et donc les beaux soleils, couchers de soleil d'Amérique centrale, c'est quand même plutôt sympa. Alors là, donc on arrive à la station biologique Las Cruces. Donc c'est une station d'études des forêts tropicales. Donc en 1962, il y a Robert et Catherine Wilson qui fondèrent un jardin botanique et une pépinière pour revendre leurs plantes en Floride. Donc ils étaient plus ou moins pépiniéristes. Après, ils n'avaient plus trop de sous, donc ils ont légué à l'État les terrains ainsi que le jardin. Et l'État, du coup, il a créé la station biologique avec la réserve qui fait 365 hectares. Donc il y a 25 km de chemin et le jardin botanique, donc c'est le jardin botanique Wilson, qui fait environ 10 hectares. Donc là, vous avez la bibliothèque qui est en libre accès. Voilà, alors moi j'étais super content. Donc je me suis un peu promené. Donc voilà, on pouvait consulter les livres. Donc là, vous avez de l'autre côté. C'était moi j'étais super. J'étais fait un fou là-dedans. J'ai dû rester 2 heures, 2-3 heures. Voilà, quelques livres qu'il y avait. Alors, les livres, ils sont un peu abîmés parce que c'est quand même super humide. Et voilà, donc c'est un peu triste par rapport à ça. Et du coup, j'ai pu visiter l'herbier. Il y avait un monsieur qui sortait de l'herbier. Je dis, on peut y aller là? Il me dit, oui, venez. Donc il m'a emmené. Alors il y a 4600 taxons dans l'herbier et donc 2000 qui sont des plantes originaires des environs. Donc l'herbier, par contre là c'est climatisé, donc là il y avait 18 degrés. Donc là il m'a montré une planche. Donc voilà, alors j'étais super content, c'était cool. Donc là vous avez l'ananas bracteatus. Donc c'est un cousin de nos ananas. Donc c'est une plante herbacée pérenne, terrestre et monocarpique. Donc les feuilles sont bordées d'épines.
et sont assez coriaces. Hein. Donc lui, c'est un ananas qui vient d'Argentine, du Brésil, d'Équateur, ainsi que du Paraguay. Donc on va le trouver dans les forêts tropicales de caduc ou semi-caduc. Il est plutôt cultivé comme plante d'ornement car donc il a des fruits de couleur rose à l'intérieur et il est très peu consommé du fait de son acidité et de son fort potentiel laxatif. Voilà, donc ça, si vous avez des invités, vous voulez faire une surprise éventuellement. Donc là vous avez Spathiphyllum canifolium. Les feuillettes sont primordiales. Donc une aracée avec donc des grandes feuilles brillantes, ovales, qui sont vertes foncées avec une nervure foliaire enfoncée. La spathe est grande, jaune pâle, à ivoire, qui se replie vers l'arrière afin d'exposer le spadis, donc, comme on le voit là. Le spadis, lui, est mince et de couleur ivoire. C'est une plante qui vient de Trinidad et du nord et de l'ouest de l'Amérique du Sud. Donc là, vous avez un petit bégonia, là, Multinervia, donc un bégonia aux feuilles asymétriques vertes foncées et nervurées, donc le nom d'espèce, qui peut mesurer 1,20 m, donc il a des fleurs roses, et lui, on va le trouver en Amérique centrale. Donc là, le début de la lune. Alors là, c'est Neorelegia wilsoni, donc c'est un hybride qui a été créé en l'honneur de Robert Wilson. Donc il a des feuilles rigides, hein, disposées en rosette, qui sont rouges ou vertes selon l'exposition. Donc plein soleil, c'était assez rouge et un peu à l'ombre, ça devenait plutôt dans les verts. Alors là, vous avez un joli petit colibri, la coquette adorable en français. Donc l'Euphorbis adorabilis, donc on le reconnaît facilement avec ses plumes, ça fait un peu comme des antennes. Donc lui on va le trouver dans les forêts humides et les zones artificielles terrestres. Et on va le trouver donc au Costa Rica ainsi qu'au Panama. Donc il est quand même assez peu courant. Et là donc l'agouti ponctué, le Dasyprocta punctata, donc c'est un animal de 40-60 cm de longueur, avec un corps élancé qui est frugivore, et il enterre régulièrement ses provisions. Lui on va le trouver en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors un autre toucan, là, le Ramphastos ambigus, donc c'est un toucan à robe noire, un plastron jaune, et le haut de la queue est rouge, avec un bec fort. C'est un toucan qui est aussi arboricole. Donc là ils étaient deux, on avait deux pour le prix d'un. Donc c'était un couple. Donc lui on va le trouver en Amérique centrale, au Venezuela, en Colombie, en Équateur. Il est à majorité frugivore, hein, il peut manger d'autres oiseaux ainsi que des lézards, des serpents et des insectes. Donc là en fait c'était aussi le début de la saison des amours, donc là il se draguait. Hein, guili. Alors là des chenilles, donc c'est des chenilles d'Eumaeus godarti, donc c'est un papillon de 5 cm qui vient d'Amérique centrale. Et la chenille va se nourrir principalement des feuilles des plantes de la famille des Cicadacées. Et là, la vue donc, de la chambre qui est plutôt sympathique. Là, c'est vraiment super beau. Là, c'était la nuit qui tombait. Là. Avec les brumes, vous voyez, qui descendent aussi. C'est plutôt sympa. Donc là, en fait, on avait fait une pause. Donc là, on est à 3100 mètres d'altitude. Hein, donc là, alors là, en fait, le panorama, on se croirait dans les Vosges. Hein. On a de l'aulne. Ils font aussi de la culture de mûres. Voilà, donc des fois, on serait presque cru dans les Vosges. Alors là, vous avez un fuchsia, Fuchsia paniculata. Donc c'est un fuchsia de 2-4 mètres de hauteur, avec des feuilles opposées ou verticillées par 3,
avec des grandes inflorescences terminales, avec des fleurs rose pourpre de 1 à 2 cm, avec 4 pétales et 4 sépales. Donc les fruits sont des baies violettes foncées. Et lui, on va le trouver donc du Mexique au Panama. Et donc au Costa Rica, on va le trouver entre 1700 et 3200 mètres d'altitude. Là, vous avez un détail de la fleur et en dessous du fruit. Alors là, donc, vous avez le Monochaetum vulcanicum. Donc c'est un arbuste qui peut mesurer de 1 à 3 mètres avec une écorce rouille qui s'exfolie. Donc les jeunes tiges sont rouges et quadrangulaires, même les vieilles. Les feuilles sont opposées avec 3 à 5 nervures proéminentes. Donc les fleurs sont roses avec 4 pétales et des anthères rouges ou jaunes. Donc c'est une plante endémique du Costa Rica. Donc là on voit bien les 4 angles sur la tige. Donc on va le trouver de 1400 à 3300 mètres d'altitude. Il est très présent le long de la chaîne des volcans et assez dispersé ailleurs. Alors là, une plante que je ne m'attendais pas du tout à ce genre, le Castilegia arvensis, donc une plante de la famille des Orobancacées. Donc c'est une plante hémiparasite, une plante érigée de 25 à 80 cm, avec une tige pubescente, des feuilles alternes et une inflorescence en épi qui porte de nombreuses fleurs. Donc on va le trouver en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il est naturalisé à Hawaï et à Moorea. Donc ça c'est un genre qui est très commun en Amérique du Nord, où il y a 119 espèces au Canada et États-Unis. Alors juste une anecdote comme ça, quand je me promenais, j'étais dans l'État de Washington, il y avait quelques Calistégia là, et donc je les prenais en photo, puis il y a une dame qui me dit « Ah, vous vous intéressez à cette plante ?» Je dis « Oui, j'aime bien et tout. » Ah bon, alors elle était un peu étonnée. Et son mari arrive et elle dit « Je vous présente mon mari, c'est le spécialiste du genre qui travaille à Berkeley, à l'université. » Je dis « Ok, bonjour. » Et donc voilà, alors on a discuté, il m'a filé sa carte et il me dit si vous avez des problèmes d'identification après pour d'autres plantes, vous m'appelez. Voilà. Donc voilà, comme quoi, des fois on fait des belles rencontres en vacances. Et donc on était venu là-bas pour voir cet oiseau. Voilà, donc le quetzal. Alors, donc on s'est levé à 4h15 pour aller voir donc, cet oiseau. Donc c'est un oiseau de 38 cm sans la queue qui elle peut mesurer 60 et la queue elle va tomber à la fin de quand les oisillons seront petits. La queue elle tombe. Donc il a une crête sur la tête. Il a une poitrine rouge. Alors là, on voit rien parce que, hélas, le jour se levait. On était complètement à contre-jour. Donc c'est un peu dommage. Donc on va le trouver les couleurs sont belles. rarement en dessous de 1200 mètres, donc au Mexique et au Guatemala, ainsi qu'au Costa Rica. Donc là, on le voit aussi. Donc c'était ailleurs. Donc je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Ouais, c'est bon. Donc il a été dédié au Joseph Mariano Moschino, qui était un scientifique, et il était le mentor de Delalève qui lui a dédié donc l'oiseau. Et voilà, donc là, j'ai mis le téléphone dans une longue vue, et voilà ce que ça donne. C'est pas mal, Ouais. C'est la femelle. C'est magnifique. Là c'est un mâle. Là. Ah bah. Ah oui. La femelle, elle n'a pas de queue comme ça. Hein. Donc je vous la remets. Et ça mange des mini avocats. Oui. Tout petits. Comme ça. Et j'ai vu un couple. Donc comme quoi des fois on peut avoir des gros appareils photo avec des zooms de malade et avec un téléphone portable, mais ça dans une jumelle et voilà quoi. Le tour est joué. Heureusement qu'il y avait sa jumelle. Hein, parce que... Voilà, c'est sur ce quetzal que la conférence se termine. Merci Stéphane. Voilà.